Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale car aujourd'hui je vais vous présenter ma soutenance orale que j'ai réalisée cette année dans le cadre de ma validation du mémoire de Master MEF. Donc cette vidéo pourra vous servir d'un exemple pour ceux qui le souhaitent, comment se passe une soutenance orale et quelles sont les étapes de cette épreuve. Donc, pour commencer, normalement, mon choix, c'est basé sur le débat à l'école au service de la citoyenneté, dont j'ai une pensée pour ma directrice de mémoire qui m'a accompagné sur cet écrit, ainsi que les enseignants de l'ISFEC, de l'ISFEC de Vannes, et aussi, bien entendu, l'équipe pédagogique et mon professeur qui m'a accueilli dans sa classe avec ses élèves pour faire les expérimentations. Donc, après avoir explicité les origines du questionnement et dans la suite apporter des éléments théoriques, je présenterai les outils et la méthodologie qui m'a permis de réaliser le recueil de données. Dans un troisième temps, je ferai une interprétation des résultats des expérimentations et questionnaires réalisés auprès des élèves et d'enseignants. Et enfin, je répondrai à la problématique et apportera une conclusion et une ouverture à ma soutenance orale. Alors, si je peux me permettre d'expliquer, de commencer par là, je dirais que ce voyage initiatique a commencé lors de ma première année de master, lorsque j'ai fait un stage d'observation dans une école. Et, euh, un jour, la directrice a réuni tous les élèves de la CP jusqu'au CM2 pour débattre sur l'installation et l'aménagement de la cour de récréation. Ce qui m'a surpris et que j'ai trouvé super, c'est que chaque classe avait deux porte-paroles pour présenter les idées récoltées au sein de chaque classe et les présentait aux autres élèves ces derniers étaient disposés en arc de cercle afin de faciliter l'écoute et la participation de chacun. Ce qui m'a permis de me poser cette question sur le débat à l'école et surtout en quoi le débat à l'école éduque les élèves à la citoyenneté, ce qui m'a permis d'émettre les présupposés suivants. Donc mes hypothèses, c'est que le débat à l'école éduque les élèves à la citoyenneté, leur transmet des valeurs, les prépare à être de futurs citoyens, mais surtout, ça leur apporte aussi à la construction identitaire de chaque élève. Donc les concepts abordés au travers de ce travail de recherche, bien entendu la pensée réflexive de Lippmann, euh, qui est en lien avec la philosophie, la pensée réflexive, bien entendu. Qui dit débat à l'école dit aussi relation avec les autres, donc la citoyenneté. Qu'est-ce que la citoyenneté? Quelles sont les compétences abordées avec les élèves et que ces derniers doivent acquérir? Et bien entendu, l'oral, et d'où je ferai une approche didactique. Donc, en commençant par l'oral, je dirais en reprenant la citation de Brunner, plus l'enfant parle dans plusieurs situations, plus il saura utiliser les divers usages du langage. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que c'est important que dès la maternelle, l'enfant soit en interaction avec ses camarades, participe à des débats, pas que à travers à visée philosophique, mais aussi à visée littéraire et aussi scientifique pour développer une argumentation, l'écoute de l'autre, etc. Alors, en ce qui concerne la classe où je suis intervenu, c'était du cycle 3, CM1, CM2. Et les attendus de fin de cycle 3, les attendus sont les suivants, c'est de participer de façon constructive aux échanges avec d'autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions ou des points de vue. Donc les compétences développées en EMC sont les suivants. Donc premièrement, adopter une attitude critique par rapport à son propos, ce qui veut dire dans l'objectif d'élaborer les règles organisant les échanges. Puis dans un second temps,
participer à des échanges dans des situations diverses afin de présenter une idée, un point de vue, en tenant compte des autres points de vue exprimés par les autres camarades. Et que je trouve essentiel, c'est de parler en prenant compte de son auditoire afin de mobiliser les ressources de la voix et du corps pour être entendu et compris. Et c'est là qu'intervient l'intelligence émotionnelle et aussi la CNV, la communication non verbale, voilà, et non pas la CVN. Hein, donc, c'est une petite coquille de ma part. En ce qui concerne Matthew Lipman, alors pour vous présenter l'auteur, Matthew Lipman, c'est un philosophe américain qui est à l'origine des débats à visée philosophique et qui est surtout à l'origine de la pensée réflexive. Alors comment se passent les étapes d'un atelier philosophique? Eh bien, déjà, il se base sur la lecture, soit à travers des extraits de ses ouvrages qu'a rédigé Matthew Lipman, donc des contes philosophiques. Dans un deuxième temps, il y a la collecte des questions, ce qui veut dire que par groupe, eh bien, les élèves se posent des questions afin de mieux comprendre le texte, mais aussi de se poser des questions sur quelle est la problématique du texte présenté. Et ça revient à développer aussi les échanges entre les élèves, ce qu'on appelle aussi la communauté de recherche, un terme bien précis à Matthew Lipman. Et ce terme communauté de recherche, on peut faire référence avec Lev Vygotsky, qui a beaucoup œuvré sur les interactions sociales, qui considère que c'est un moyen d'acquérir une pensée réflexive. Mais en soi, une pensée réflexive, c'est quoi? Une pensée réflexive, c'est la chose suivante, qu'on peut appeler aussi mode autocorrective. C'est on part des représentations et croyances de chaque élève sur une lecture, sur sa représentation personnelle. Deuxième étape, il y a la confrontation de points de vue. On s'échange. On a beau ne pas être d'accord, etc. Et enfin, il y a la perméabilité au contexte. La perméabilité au contexte, c'est la capacité de faire évoluer sa pensée, son opinion, pour construire une nouvelle opinion, ou sinon la faire évoluer. Donc, pour refaire un petit point, la lecture, donc on peut faire avec de manière didactique et pédagogique. La lecture en maternelle, ça peut être soit un conte, bien entendu, lu par l'enseignant avec l'utilisation des marionnettes, et ça peut être des supports divers ou des supports divers comme des extraits de texte, des films, des extraits de films, ou un support visuel avec une image en école élémentaire. En ce qui concerne la collecte des questions, ça peut être une dictée à l'adulte en maternelle, ou sinon l'utilisation d'un cahier du petit philosophe ou d'écrivain en élémentaire. Et en ce qui concerne l'échange entre les pairs, alors soit en classe entière ou en petit groupe en présence de l'enseignant, hein, là c'est en maternelle, ou en gros classe entière, ou par petits groupes de 3 à 5 élèves élémentaires, donc ça je reviendrai là-dessus dans la partie didactique et expérimentation. En ce qui concerne la citoyenneté, alors ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de citoyenneté se caractérise sur les relations entre les individus dans leur dimension politique, car l'homme en tant que citoyen est membre d'une communauté à la fois territoriale et juridique. Hein, donc il faut rappeler qu'il a des droits et des devoirs à l'égard des autres citoyens, jouissant des mêmes droits. Alors, comme l'explicite à merveille le philosophe Jean-Paul Sartre, ma liberté s'arrête quand commencent les autres. Donc par conséquent, je ne peux aller à l'encontre de la loi. Et c'est pour cela qu'il y a Emmanuel Kant qui définit le concept de droit comme l'ensemble conceptuel des conditions sur lesquelles l'arbitre de l'un peut être concilié avec l'arbitre de l'autre selon une loi universelle et de la liberté. Alors nous avons une pédagogue, Claudine Leleu, qui observe 3 compétences interdépendantes à acquérir tout au long de l'apprentissage de la citoyenneté. Première étape, c'est l'autonomie. L'autonomie individuelle qui concerne en lien avec l'individu principalement, la coopération sociale en lien avec la société et la participation publique en ce qui concerne
l'État. Et ces compétences, en lien avec les trois valeurs symbolisant la République française, la liberté en lien avec l'autonomie, l'égalité, le droit à la participation à la vie politique, et la fraternité à travers la coopération sociale. Et le terme individu, État et société, on les retrouve dans les programmes scolaires dans ce qui concerne l'EMC. À présent, je vais vous présenter les outils et la méthodologie utilisée pour faire la recueil des données. Donc, ça a été principalement sur une observation active, mais aussi participative. Donc, ce qui veut dire que j'ai fait, dans un premier temps, j'ai étudié le milieu où j'étais durant le stage, donc je me suis introduit dans le milieu afin de connaître l'organisation et les projets d'école. Puis, dans un second temps, je me suis immergé dans un milieu précisément, ce qui veut dire le quotidien des élèves dans la classe. Et enfin, après avoir maîtrisé et apprivoisé un peu l'emploi du temps et le rythme des élèves et des cours, j'ai fait la rédaction des fiches de séance afin de préparer les opérations que j'ai fait à la maison, que j'ai fait avant chaque séance. Donc, comme je disais, dans une participation active en soi, observation et participation active. Et ce concept a été complété par les enregistrements vidéo et audio qui ont permis une analyse approfondie et un renforcement de l'encodage de l'information. Parce que lorsque j'étais en train de faire chaque séance, je ne pouvais pas maîtriser tous les paramètres et grâce à la vidéo et à l'enregistrement audio, cela m'a permis d'avoir un regard plus objectif et un regard critique sur mon travail et sur la réalité du terrain. En ce qui concerne le dispositif mis en place, donc les supports utilisés, il y a donc Claudine Leleu et puis d'autres professionnels de l'éducation nous ont fortement conseillé de diversifier les supports. Donc on avait le choix entre les textes littéraires, soit des fables ou des paroles de chants. Un ouvrage que j'ai beaucoup utilisé, c'est l'ouvrage de Michel Piquemal, Les Philofables, donc des petits contes universels qui peut amener à débattre ensuite avec les élèves. Utiliser aussi des extraits de films ou de clips musicaux pour en soi faire une ouverture artistique et culturelle et partir des représentations et de l'univers de l'enfant par exemple, qui connaît certains dessins animés, certains films. Donc vraiment partir de ce que eux ils connaissent pour en fait ensuite débattre sur la réalité des choses. Donc l'extrait de films, clips musicaux, par exemple là c'était un extrait sur le concept des émotions. On avait fait une étude d'extraits vidéo et de musique pour savoir argumenter et justifier quelles sont les émotions exprimées dans les extraits musicaux et cinématographiques. Alors on a aussi, en ce qui concerne la gestion de l'espace, nous avons une maître formatrice et conseillère pédagogique, Marie-Gabrielle, qui explique que l'aménagement d'une classe multiniveau cultive le sentiment d'appartenance à un groupe classe. Effectivement, j'étais dans une classe de CM1, CM2, et là, comme on peut voir, le fait de mélanger les niveaux permet de provoquer les rencontres entre les deux niveaux et de s'enrichir mutuellement. Les productions des élèves, donc j'alternais soit les dessins qu'on appelle les nuages de mots, donc c'était sur le thème de la paix, ou sinon, donc production d'élèves, donc soit les nuages de mots, ou sinon je leur demandais de faire de la rédaction. La rédaction qui permettait en soi de préparer les débats pour la semaine suivante, et cela permettait à chaque élève de mettre sur papier leurs pensées, leurs réflexions. Et cela leur permet de mettre en valeur leurs pensées, l'expression écrite aussi, d'où l'importance du lien étroit entre l'oral et l'écrit, bien entendu. Alors, les grands thèmes philosophiques que nous avons
pu aborder avec les enfants cette année, avec les CM1, CM2, donc le thème de la liberté, le dilemme de Hans, le thème des émotions et sentiments, de la paix et de l'amitié, qui est très présent dans le quotidien des élèves, et l'épistémologie, donc vérité et mensonge. Donc on peut conclure qu'il faut vraiment, mais vraiment, s'appuyer sur le quotidien des élèves et de l'actualité de l'école ou de notre société. C'est très important car ça leur permet d'être dans le concret, d'être curieux de ce qui les entoure et vraiment ça peut les aider à mettre en lien des concepts philosophiques avec la réalité de leur quotidien. Donc nous avons réalisé aussi des entretiens semi-directifs avec un groupe d'élèves dans le but de faire un bilan de l'expérimentation et d'approfondir les analyses de séances. Puis, nous avons réalisé aussi un entretien avec 2 professionnels de l'éducation pour cette fois-ci, confronter la théorie avec la pratique du terrain. Autre type de questionnement, nous avons fait passer un questionnaire semi-directif aux élèves, divisé en 3 parties pour avoir un avis sur les thèmes, avoir un avis aussi sur l'implication des élèves et la répartition des paroles. Et au sein des questionnaires semi-directifs, nous avions 3 types de questions. Des questions ouvertes pour développer une pensée, des questions fermées avec ou sans justification, des questions à choix multiples, et aussi des questions échelonnées selon appelé les échelons de Likert, qui est scientifique, qui a mis en place en fait des questionnements afin de mesurer l'opinion du questionné, donc là, dans ce cas, l'opinion de l'élève. À présent, nous allons nous intéresser à l'analyse et à l'interprétation des résultats. Et ce qu'on peut faire, on voit véritablement qu'il y a 81% des élèves qui souhaitent poursuivre des ateliers philosophiques de manière générale. Par ailleurs, 73% des élèves ont apprécié le thème métaphysique de l'amitié, car comme je l'ai bien explicité, c'est un concept qui est essentiel et qui est omniprésent dans le quotidien des élèves. Ça touche aux émotions et c'est dans les relations sociales. 62% des élèves reparlent des thèmes dans le cercle familial et amical, ce qui provoque un partage entre générations. Et il est vrai qu'il y a 15% des parents d'élèves qui sont venus me voir pour me demander des références littéraires ou cinématographiques en lien avec les débats philosophiques dans l'objectif de poursuivre cette expérience au sein du cercle familial. En ce qui concerne la participation et la prise de parole des élèves et au niveau de l'écoute, on remarque que nous avons des élèves moteurs dans la classe car ils participent souvent, ils participent très souvent facilement au débat à visée philosophique. Donc on peut dire que ce sont des élèves moteurs. Toutefois, j'ai été assez surpris de voir qu'il y a 66% des élèves qui prennent la parole, mais ça dépendait de plusieurs facteurs. Premier facteur qu'on se dit, c'est que tout dépend du thème. Bien entendu, il est tout à fait normal que un thème ne peut pas plaire à tout le monde et que ça ne touche pas non plus tout le monde. Ça a été la première chose. Deuxième raison qui permet d'expliquer que 66% des élèves prenaient la parole, ça dépendait. Parce qu'il y avait aussi des élèves timides ou discrets qui sont plus performants à l'écrit. D'où l'importance, encore une fois, la place de l'écrit, même même à l'oral. Quand on s'exprime, des fois, ces gens-là, ces élèves, ont besoin de s'exprimer à travers l'écrit pour mettre leurs pensées sur le papier. Et par la suite, ça peut les aider à synthétiser leurs pensées et à gagner en assurance. Autre facteur aussi qui est à prendre en compte, c'est est-ce que les élèves se sentaient écoutés ou pas. On a quand même 15% qui ont exprimé que non, ou ça dépendait s'ils étaient écoutés. Et ce qui permet peut-être de dire que les règles du débat que j'avais mis en place avec les élèves ont été peu ou pas du tout respectées. Dernier schéma, en ce qui concerne
les compétences, au niveau des compétences attendues en EMC, on remarque que au niveau de la prise de parole et de s'adresser à ses pairs, ça leur a permis d'avoir confiance en soi d'une certaine manière. Il y a, je suis assez satisfait qu'il y a 89% des élèves qui ont respecté les règles. Euh, on voit par ensuite, ça leur a permis de dépasser l'exemple personnel et la prise en compte des idées d'autrui ont permis de développer des idées, ce qui a permis de développer ces compétences-là. Et enfin, la majorité ont répondu que mes interventions en fait auprès des élèves leur ont permis de réfléchir et réfléchir a pu se faire et permet de justifier une argumentation, permet d'argumenter son point de vue, excusez-moi, argumenter son point de vue, ou l'expliquer, et encore une fois, prendre en compte les idées des autres. Et c'est là qu'on peut se dire que le débat à visée philosophique, les débats à l'école, éduquent les élèves à la citoyenneté, car ça leur permet de devenir des citoyens assez responsables, ouverts aux autres, et ils ont une opinion sur un sujet divers. Alors, voici quelques témoignages d'élèves à la question que t'ont apporté les différents débats. Donc, on remarque majoritairement euh, c'est des savoirs. C'est des savoirs. S'ensuit en deuxième position la capacité et la compétence de réfléchir sur le monde qui les entoure. Des compétences aussi au niveau communication, relationnelle. Il y a aussi les émotions qui ont joué en compte. Et là, nous avons été surpris et intéressés de voir que pour certaines, chez les filles, c'est développer la confiance en soi. On peut voir au travers des témoignages que ça leur a beaucoup apporté, qu'ils ont découvert la photo grâce à mes interventions, grâce à mes propositions, et qu'ils ont appris des choses. Et pour certains, ça leur a fait bizarre qu'ils n'avaient jamais pratiqué l'atelier philo, et encore pour d'autres, ça leur apportera des compétences au niveau de leur travail, pourquoi pas, ou de leur épanouissement personnel. À présent, nous allons enfin répondre à la problématique. En quoi le débat à l'école éduque les élèves à la citoyenneté? Je rappelle que mes hypothèses étaient les suivantes, c'est que ça éduque effectivement à la citoyenneté, ça les prépare à être de futurs citoyens, mais ça facilite à la construction identitaire de chaque élève. Effectivement, le débat à l'école développe une pensée réflexive qui favorise la participation publique. Le débat à l'école permet d'acquérir des compétences sociales, ce qui favorise la coopération sociale plus tard, et là favorise la construction identitaire au niveau du gain de confiance en soi, ce qui permet l'autonomie individuelle. Ces trois compétences, on les retrouve dans les compétences explicitées par Claudine Leleu, et qui sont encore en lien avec la devise française liberté, égalité, fraternité. Et donc ces compétences permettent à chaque enfant d'être un futur citoyen responsable, avec une pensée réflexive, tout en ayant des opinions et des émotions, et d'être autonome dans sa prise de décision, par exemple lors d'un vote. Dans le vote, par exemple, de contribuer à la vie politique de la ville, par exemple en participant à des débats plénières ou à des conseils ouverts au public proposés par les instances républicaines, comme à la mairie par exemple, ou de participer à des manifestations pour défendre leurs convictions politiques, mais aussi personnelles, et d'où l'importance du respect de chaque opinion. En guise de conclusion, je dirais que ce travail universitaire m'a permis d'acquérir des compétences professionnelles au niveau de mon futur métier en tant que professeur des écoles. Ça m'a permis aussi de prendre du recul aussi sur la démarche de recherche, de développer des techniques pour trouver une information, par exemple. Ça m'a permis aussi, donc au niveau apport personnel et professionnel, ça m'a permis aussi, surtout, un peu de me réconcilier avec la philosophie, où j'ai vraiment réappris à penser à travers un sujet. Et au niveau de la posture de recherche, je reviens un peu là-dessus,
il aurait été intéressant d'approfondir en fait et de poursuivre cette expérience quelques mois supplémentaires, car avec la crise sanitaire, j'ai dû raccourcir en fait les débats philo et leur donner un peu plus, et faire répondre au questionnaire un peu plus tôt que prévu. Mais à l'avenir, je pense que ça m'apporte des compétences et des connaissances. Mais je pense que là, ça me donne envie de poursuivre, peut-être de réaliser une formation avec l'association SEV, qui a été créée par le philosophe et sociologue Frédéric Lenoir, qui, au travers du documentaire réalisé par Cécile Dangean, Le Cercle des petits philosophes, qui exprime qu'il est convaincu que si on faisait des ateliers de méditation et de philosophie dans toutes les écoles du monde, le monde changerait en une génération. Et c'est là qu'il explicite qu'on peut être bouddhiste, musulman, chinois, etc. Et se mettre d'accord sur des raisonnements fondamentaux parce que nous avons la même raison. La raison est universelle. Ce qui veut dire que on peut avoir des opinions divergentes, mais nous avons la même capacité, c'est de penser. Car penser, c'est dire non aux informations, aux fake news par exemple. C'est être libre. Merci beaucoup pour votre écoute et en espérant que cette vidéo vous aura montré les étapes de la soutenance orale d'une certaine manière. Alors, vous allez voir qu'au niveau du timing, au niveau de la vidéo, ça dure plus de 20 minutes. Là, effectivement, en temps normal, il est important de respecter le timing. Normalement, si le jury ou si vos directrices de mémoire, directeurs de mémoire vous dit un temps à respecter, vous devez respecter ce temps, bien entendu. Là, je me suis permis un petit peu de déborder pour vous donner des éléments. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à liker la vidéo et à laisser un commentaire si vous le souhaitez. Voilà. Merci beaucoup et puis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.